Samedi dernier, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a sorti son communiqué après la nouvelle un peu salée venue des États-Unis. Les Maliens qui voudront voyager pour les affaires ou encore pour le tourisme aux États-Unis vont désormais devoir payer une caution avant d'avoir leur visa. Oui, une caution pouvant grimper jusqu'à 10 000 $. Et cette affaire entre en vigueur dès le 23 octobre 2025 pour les visas B1 et B2. 10 000 $, c'est 5 500 000 francs CFA. C'est énorme. Pour une caution si tu veux voyager. Ce programme pilote est lancé par le département d'État américain avec la complicité, avec la coordination du Trésor et du département de la sécurité intérieure des États-Unis. Bref, tout l'armada gouvernemental est sur le coup. Du côté malien, ils ont décidé de ne pas se laisser faire et de jouer la carte de la réciprocité. Ça vous retourne aussi dessus. Selon Bamako, cette nouvelle règle américaine casse un chouïa, l'accord de visa de longue durée à entrée multiple qui existe entre le Mali et les États-Unis depuis le 14 avril 2005. En gros, le principe, c'est que si les Américains nous donnent du piment, on leur envoie la sauce, dans les yeux. C'est dommage même qu'ils n'y ont pas pensé. Le gouvernement malien annonce donc que les citoyens américains devront aussi payer la même caution et remplir les mêmes formalités. Et ce n'est pas bon, je trouve ça dommage. Je trouve que ce n'est pas équivalent. 5 500 000 francs CFA pour un Africain vivant en Afrique n'a pas le même impact économique parce que ce n'est pas la même valeur que 10 000 $. En Afrique, 5 millions peut permettre à quelqu'un de vivre pendant quoi? 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend du rythme de vie de chacun, je sais. Mais pour une personne de la classe moyenne, c'est énormément d'argent. Donc, si on doit donner une équivalence pour bien choquer leur cœur, c'est même peut-être 80 à 100 000 $ qu'ils devraient payer. Puisque ce n'est pas la même force économique. Ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Bref, le Mali a appliqué la réciprocité. Donc, les citoyens américains vont aussi devoir payer 10 000 $ environ. Le Mali rappelle qu'il a toujours été un partenaire sérieux des États-Unis pour la lutte contre l'immigration irrégulière, dont le respect du droit et de la dignité humaine, bien sûr, c'est la base. Et malgré tout ça, le pays réaffirme qu'il veut garder de bonnes relations avec les Américains, mais à condition qu'il y ait du dialogue et un respect mutuel. Pour expliquer sa décision, le département d'État américain précise que ce programme pilote est censé protéger les frontières américaines et la sécurité nationale américaine. Selon eux, certains pays peuvent être sélectionnés parce qu'il y a trop de gens qui dépassent la durée de leur visa. Il y a des contrôles qui ne sont pas toujours fiables ou encore des histoires de citoyenneté achetées sans résidence. Et attention, la liste des pays concernés peut changer au fil du temps, au fil des humeurs des États-Unis. Concrètement, ça veut dire que tout détenteur de passeport malien qui est éligible à un visa B1 ou B2 devra payer entre 5 000 et 10 000 $. L'agent consulaire, donc la personne qui est en place, va examiner la situation de chaque demandeur et celui-ci devra aussi remplir le formulaire 1-352 du département de sécurité intérieure et accepter la caution via les plateformes comme PayGov du Trésor américain. Peu importe où le visa est demandé, cette règle s'applique à tous les Maliens. Oui, dès que tu as le passeport malien, la règle s'applique une fois. Au Burkina Faso, c'était à partir du vendredi 10 octobre 2025. Et l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a mis les visas en pause. Oui, stoppez-moi ça. Fini les allers-retours pour pouvoir déposer sa demande au Burkina Faso, non. Maintenant, pour déposer ta demande en tant que Burkinabé, il faudra te lever, changer de pays, donc prendre ta valise et aller à Lomé, au Togo, pour espérer obtenir un visa américain. J'insiste sur le mot espérer, parce qu'après tout ça, on va te dire qu'on ne te donne pas. L'ambassade américaine a précisé que ceux qui avaient déjà un rendez-vous ont été prévenus et que tous ceux qui ont besoin d'un visa non immigrant pendant la suspension doivent maintenant se rendre à Lomé, au Togo. À votre avis, qu'est-ce qu'il advient des précédentes demandes ou de ceux qui avaient déjà payé mais ce n'était pas encore sorti? Ils ont dit qu'ils ne transfèrent pas l'argent, ils ne remboursent pas. Il faudra tout refaire. Aucun respect. Même l'argent n'est pas remboursé. Les visas officiels et diplomatiques vont continuer à suivre leur petit chemin habituel. Pas de panique de ce côté-là. Selon les Américains, la raison est simple, c'est que le Burkina Faso aurait un taux élevé de dépassement de séjour pour les touristes, voyageurs d'affaires et étudiants. En gros, trop de monde reste plus longtemps que prévu aux États-Unis. Le gouvernement américain prend donc ça très au sérieux et veut corriger le tir. Ça, c'est du côté américain parce que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est une forme de punition qu'ils veulent faire. Parce que du côté burkinabé, le discours est tout autre. Ce n'est pas du tout la même histoire. Invité à la radio-télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères
du Burkina, Karamoko Traoré, a expliqué que la note américaine contenait des suggestions un peu différentes de ce qu'ils ont annoncé publiquement. Parce que dans la réalité, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les Américains ont proposé au Burkina Faso d'accueillir certaines personnes expulsées des États-Unis. Proposition que le pays a refusée, que le Burkina Faso a refusée naturellement. L'idée, c'est de voir si le Burkina Faso pouvait recevoir d'autres personnes jugées indésirables aux États-Unis, en dehors de leurs propres ressortissants, donc des propres ressortissants burkinabés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Burkina Faso a trouvé l'idée indécente. Le ministre a rappelé que la dignité du pays est au cœur de sa vision et de la vision du capitaine Ibrahim Traoré, le président du pays. Le Burkina Faso est une terre d'accueil, pas une station de déportation express. Cette mesure américaine soudaine a donc surpris et hérité en fait les autorités burkinabées. Pour conclure, le ministre Traoré a quand même tenu à rassurer. Malgré tout, le Burkina Faso veut maintenir de bonnes relations avec les pays qui respectent ses citoyens et leur dignité. Mais tous les autres, eh bien, il faudra repasser. En diplomatie, le mot magique, c'est réciprocité. Il a expliqué ça. Donc, en gros, ils vont faire ce qu'il faut. Un peu dans le même style que ce que les Américains sont en train de faire, mais sans transformer ça en guerre froide. Pas question de cesser les relations entre les peuples du Burkina Faso et ceux des États-Unis. Et pour être bien clair, il a assuré tout le monde. Le Burkina Faso reste toujours une terre ouverte, un pays où l'on parle, on discute, un endroit qui veut garder de bonnes relations avec tous ceux qui les respectent. Il est curieux que ce soit à la confirmation pour la énième fois de notre refus de recevoir des ressortissants indésirables, le fait de considérer notre pays comme une terre de déportation, ce qui est indigne et indécent, que ce soit seulement juste après que cette décision soit prise. Donc vous comprendrez avec moi que le lien est vite établi. S'agit-il d'une mesure de pression? S'agit-il d'un chantage? Dans tous les cas, il est important de préciser que dans la vision de la révolution progressiste populaire, le Burkina Faso est une terre de dignité et le Burkina Faso restera une terre de dignité, une destination et non pas une terre de déportation. Je trouve cette réponse très classe, très professionnelle, parce que sous le vernis administratif d'un stop de visa, c'est tout un rapport de force et de domination qui est en train de s'exprimer. Les États-Unis ne suspendent pas les visas parce qu'ils ne savent pas gérer leur flux migratoire, pas du tout. Ils le font pour pouvoir punir symboliquement les États africains qui osent leur dire non. Un non à la soumission, un non à la tendance de la politique migratoire américaine. En réalité, Washington cherche à faire du Burkina Faso une zone tampon, un centre de déportation pour migrants indésirables aux États-Unis. C'est la logique coloniale moderne, hein? Externaliser ce qu'eux ils considèrent comme étant la saleté du système, tout en gardant les mains propres eux-mêmes. Vous voyez comment ils traitent les gens. C'est-à-dire, ils traitent les gens comme des saletés qu'il faut expulser, mais ils les envoient chez d'autres. Un pays africain qui refuse ce rôle devient problématique. Le retrait du service de visa n'est donc pas une mesure technique, mais une sanction politique déguisée. C'est une manière subtile de dire, puisque tu refuses d'obéir, tu seras puni par l'humiliation administrative. Et le ministre Karamoko Traoré a eu une réponse à la hauteur de la tenue politique et morale du Burkina Faso. Pas de cris, pas d'insultes, juste un rappel ferme. Le Burkina Faso est une terre d'accueil, pas une station de déportation. Beau, subtil. Cette phrase résume la nouvelle école diplomatique africaine portée par les dirigeants souverains comme Ibrahim Traoré. Celle où la dignité nationale prime sur les privilèges diplomatiques. Le mot réciprocité n'est pas une menace, c'est un code. C'est un code. Vous nous traitez avec respect, nous vous traitons avec respect. Vous nous méprisez, nous ajustons le ton. C'est la diplomatie du miroir, tout simplement. Une posture tout simplement fondée sur la restauration de la souveraineté morale et non la réaction émotionnelle. Le cas du Mali et du Burkina Faso illustre parfaitement la fracture entre les nations libres et les nations clients. Dans le système occidental, la mobilité, c'est-à-dire visa, voyage, études, devient un outil de chantage géopolitique. Tu veux un visa, alors collabore. Tu refuses, alors on te ferme la porte. Mais dans une Afrique en éveil, cette méthode ne fonctionne plus. Le peuple burkinabé ne se définit plus par sa capacité à aller aux États-Unis, mais par sa volonté de reconstruire une civilisation sur son sol,
avec l'aide d'autres partenaires déjà beaucoup plus pertinents. C'est un changement de paradigme. Le rêve américain s'efface devant le rêve africain de dignité et d'autonomie. Le refus d'un ordre injuste est un acte sacré. Et on doit le comprendre. Ici, le Burkina Faso ne perd pas un service consulaire et gagne en honneur. Il rappelle au monde que la dignité d'un peuple vaut plus qu'un tampon sur un passeport. Voilà. Les États-Unis, par cette décision, montrent de leur côté leur peur. La peur d'une Afrique qui ne commande plus. Ce n'est pas une simple affaire de visa. J'insiste là-dessus. C'est une bataille symbolique entre l'orgueil impérial et la fierté africaine. Et cette fois, le Burkina Faso et le Mali ont répondu comme des nations debout. Hein? J'ai pensé à la musique là. On est plus dans galère. On est 3 fois B. C'est nous les debout, ils sont jaloux. Ils ont répondu comme des nations debout et non pas comme des sujets colonisés. On termine la vidéo avec ce qui se passe en France là. Parce qu'Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de revenir en poste de Premier ministre. Seulement 4 jours après sa démission. Oui, 4 jours après. Vous imaginez la scène? C'est-à-dire, il a pris sa démission. Il a validé, il a dit oui, c'est bon, j'accepte. Il a rangé. 4 jours plus tard, il a dit je cherche un Premier ministre. Lecornu, oui, viens. Tiens, tu es nommé. Vous n'allez pas dire qu'il n'a pas accepté sa démission, il a accepté. Une semaine pleine de rebondissements dans un pays ingouvernable et de montagnes russes politiques. Bon, peut-être pas montagnes russes, ils vont encore stresser. Ce qui est sûr, c'est que ça a donné les vertiges à tout le monde en France. Macron a annoncé la nouvelle vendredi soir. Après avoir rencontré certains partis à l'Élysée, sauf les partis d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont dû se sentir un peu exclus. Le retour de Lecornu a surpris tout le monde. Il y a encore quelques jours à peine, il déclarait à la télé qu'il ne courait pas après le poste et que sa mission était terminée déjà. Et maintenant, le voilà de retour, prêt à retrousser ses manches et à ne pas faire mieux que les précédents. Même si personne ne sait s'il va réussir ou pas à former un gouvernement, il doit se mettre au boulot et très rapidement. Le budget de l'année prochaine doit être présenté au Parlement avant lundi. L'Élysée précise que Macron lui a donné carte blanche pour agir et former un nouveau gouvernement. Lecornu, 39 ans, fidèle parmi les fidèles de Macron, a publié une longue déclaration pour dire qu'il acceptait par devoir cette mission, mettre en place le budget et s'attaquer aux problèmes quotidiens des riches. Il a dit des Français, mais en fait, ce qui l'intéresse, ce sont les problèmes des riches. À la télé, il s'est décrit comme un soldat moine, prêt à tout pour pouvoir réussir. Le capitaine américain moderne de la France. Il ne manque que le bouclier et c'est bon. Il est prêt pour attaquer qui que ce soit. En tout cas, sa mission s'annonce assez corsée parce que les désaccords politiques sur la dette et le déficit ont fait tomber 2 premiers ministres ces derniers mois. La dette publique française est déjà à 114% du PIB et le déficit devrait atteindre 5,4% cette année. Lecornu a clairement posé ses conditions. Personne ne pourra se soustraire à la tâche de redresser les finances et tous ceux qui rejoignent son gouvernement doivent donc mettre en pause leur ambition présidentielle. Pour couronner le tout, il devra affronter un vote de confiance à l'Assemblée nationale, où Macron n'a pas du tout la majorité. Et en plus, la popularité du président français est au plus bas, 14% selon un récent sondage ELAB. Jordan Bardella du Rassemblement national, qui n'avait pas été invité aux discussions de vendredi, n'a pas mâché ses mots. La reconduction de Lecornu, c'est selon lui une mauvaise blague de la part d'un représentant isolé et déconnecté à l'Élysée. Bon, quand on dit ces mots, c'est surtout les mots de Marine Le Pen qu'on lui a demandé de répéter. Mais vous comprenez l'idée. Parce qu'il n'est pas très malin. On sait qu'il n'aligne pas 3 mots sans qu'on ne lui ait dit quoi dire. Bardella a prévenu sur ordre de son parti que son parti va déposer tout de suite une motion de censure contre une coalition qu'il considère condamnée et dont le seul but servait d'éviter les élections. Pas très glorieux. Le Rassemblement national, lui, est en tête dans les sondages, histoire de rajouter un peu de pression au gouvernement en place. Lecornu, lui, connaît déjà les pièges qui l'attendent. La semaine dernière, il a passé 2 jours à discuter avec les partis qui pourraient rejoindre son gouvernement. Et il n'est pas complètement novice. Nommé Premier ministre pour la première fois le 9 septembre 2025, il avait mis 3 semaines à former un gouvernement qui s'est effondré en un jour. Qu'est-ce que je raconte? En moins d'1 jour. Quand Bruno Retailleau, chef des Républicains conservateurs, a critiqué l'une des nominations ministérielles. Oups! Clairement, les centristes, les gens du centre seuls, ne peuvent pas former un gouvernement. Et les Républicains conservateurs sont divisés, même s'ils sont soutenus par Emmanuel Macron depuis qu'il a perdu sa majorité l'année dernière. Retailleau,
qui a lui aussi des ambitions présidentielles, a été clair. Il ne fera pas partie de Lecornu 2, pour dire du deuxième mandat de Lecornu en tant que Premier ministre. Et il considère que le socle commun centriste conservateur est mort. Donc, actuellement, le parti de Macron est encore plus mal qu'avant. Ses collègues ne sont quand même pas tous d'accord, mais ça complique encore plus la tâche du Premier ministre actuel. Du coup, Lecornu se tourne vers la gauche pour pouvoir grappiller un peu de soutien. Et pour séduire ce camp, pour séduire la gauche, l'équipe de Macron envisage de reporter une partie de la réforme très controversée de la retraite adoptée en 2023. Celle qui a repoussé l'âge du départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Oui, c'est risqué. Ça pourrait fâcher les alliés centristes qui se sont battus pour que cette réforme passe. Et en même temps, ça pourrait ne pas satisfaire la gauche qui espérait que le prochain Premier ministre viendrait de leur rang. Olivier Faure du PS a prévenu: comme nous n'avons reçu aucune garantie, nous ne donnerons aucune garantie de soutenir Lecornu lors du vote de confiance. Fabien Roussel du PCF a rajouté après avoir rencontré Macron que la gauche voulait un vrai changement et que le Premier ministre centriste ne serait pas accepté par le peuple français. Le chef des Verts, Marine Tondelier, a avoué être stupéfaite que Macron n'ait quasiment rien proposé à la gauche, ajoutant un soupir. Tout cela va mal finir. Pas très rassurant. Pendant ce temps, Emmanuel Macron et son Premier ministre de retour tentent de réduire le déficit du gouvernement qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Mais attention, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, met en garde. Le chaos politique risque de freiner encore plus l'économie actuelle. La banque prévoit une croissance de 0,7% cette année. Pas terrible, mais selon Villeroy-Gallo, ça aurait pu être mieux si le pays n'avait pas été plongé dans cette incertitude causée par Emmanuel Macron. Le désordre aurait coûté environ 0,2% de croissance supplémentaire. En résumé, c'est moins de cafouillage égale un peu plus de richesse. Comme beaucoup de Français, j'en ai marre de ce chaos, a-t-il déclaré sur RTL. Et il est temps de faire des compromis et pourquoi pas former des coalitions. En clair, il va falloir mettre un peu d'eau dans le vin, sinon ça risque de sentir le roussi. Si Sébastien Lecornu n'arrive pas à former un gouvernement, l'instabilité risque s'amplifier. Et avec elle, la fracture pour l'économie française qui pourrait encore grimper. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo. J'attends aussi vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.